Bonjour tout le monde. Bonjour surtout à Gilbert Touzeau. C'est un honneur qu'il soit parmi nous aujourd'hui. C'est mon directeur de thèse, entre 89 et 94, mais depuis, il l'a resté. Voilà. Et puis, merci aussi à M. Lam, professeur Souad. Professeur Lam aussi, il est parmi nous. Donc, je commence. Je ne vais pas pouvoir donc présenter les auto-encodeurs et les variationnels auto-encodeurs. Le mot variationnel nous rappelle quelque chose, moi et Gilbert. Donc ça associe des notions de mécanique à des notions de mathématiques. On approche des fonctions localement, mais c'est exactement ce qui se passe ici. Voilà, donc ce qui montre aussi que finalement, les choses se connectent ou se retrouvent un petit peu certains concepts mathématiques. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de machine learning, on peut penser à beaucoup de choses. En gros, on classe les algorithmes de machine learning entre ceux qui sont unsupervised, donc les non supervisés, l'apprentissage non supervisé, où on essaye d'extraire des connaissances à partir de données elles-mêmes, sans qu'ils ne soient, par exemple, labellisées, et entre le supervised learning, donc l'apprentissage supervisé. Par exemple, on donne une image de chat et on donne aussi le label chat, et on essaye donc de faire en sorte que la machine apprenne à retrouver, voilà, à partir d'une image, le label correspondant. Beaucoup d'applications, mais aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet. Mais on va s'intéresser beaucoup plus aux autoencodeurs et surtout aux autoencodeurs variationnels. Mais aujourd'hui, on n'aura pas le temps de toucher les deux. On va commencer par le premier avec une petite introduction des autoencodeurs variationnels. Les autoencodeurs variationnels se situent plutôt du côté du unsupervised learning. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'associer des labels pendant la phase d'apprentissage aux exemples. Ceci dit, rien n'empêche que souvent, on peut l'utiliser dans le contexte de la classification, par exemple, comme j'ai dit avant, chat et chien ou autre chose. Mais au lieu de faire directement, d'écrire un réseau de neurones qui directement essaie de discriminer des objets différents et apprennent à les différencier, là, on commence par prendre des images, par exemple, ou des objets, et d'essayer d'identifier ce qui les caractérise. Ça s'applique pour développer des modèles génératifs ou de faire du semi-supervised learning, ce que j'ai dit. Parfois, on n'a pas, par exemple, pour identifier des clients qui présentent un risque pour la banque, qui ne vont pas rembourser une dette, et les clients qui remboursent une dette, souvent, on peut se trouver dans une situation où on a beaucoup d'exemples de clients qui remboursent la dette et peu d'exemples. Et donc, on ne peut pas faire une classification sur les données. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence, si on n'a pas suffisamment de données, par essayer d'identifier, de déterminer un petit peu c'est quoi les clients, quels sont comment on peut les caractériser, qu'est-ce qu'on identifie comme pattern, comme features dans ces clients. Et après, on passe donc à la classification comme on le fait souvent. Donc, semi-supervised learning, c'est autoencodeur variationnel, et puis on passe aux algorithmes supervisés. Donc, aussi, les autoencodeurs permettent de représenter des données dans des espaces abstraits. On prend, par exemple, des individus et on va les représenter dans un espace à l'aide de variables latentes. Donc, on verra aussi un petit peu ça.
Je commence par un petit exemple. Ça, c'est ma petite fille Yasmine, mais ça fait très longtemps. Donc, aujourd'hui, il a 12 ans. Donc, ces photos datent un petit peu. Et justement, je veux reconstituer un album où je mettrai les photos de la petite Yasmine. Donc, j'ai cette photo, j'ai aussi celle-là, et j'ai encore une troisième. Sauf que la troisième, malheureusement, elle a été un petit peu bruitée ici. Donc, il y a un petit défaut. Elle a été pliée. Et j'essaierai de voir si, avec du machine learning, j'arriverai à enlever cette tâche. C'est un petit peu l'objet de l'exemple qui va nous permettre de découvrir les autoencodeurs. Quand on dit autoencodeur, c'est qu'on va coder l'information quelque part, et puis on va essayer de générer cette information à partir de ce qu'on a codé. Voilà, donc je vais essayer ici de montrer si je pourrais récupérer cette photo, donc éliminer le bruit qui est dessus, la tâche qui est dessus, et je vais m'appuyer sur le machine learning, sur l'intelligence artificielle et tout particulièrement sur les autoencodeurs. Donc, un réseau de neurones, bien sûr, on s'inspire un peu du réseau humain et on va essayer de… Donc, ça, je ne vais pas le détailler, mais je m'appuie quand même sur le théorème de l'approximation universelle qui dit que n'importe quelle fonction peut être approchée par un réseau de neurones. En gros, avec certaines conditions de régularité, etc. Mais on ne va pas entrer dans ces détails. Je prends par exemple cette fonction qui va de R vers R, une fonction comme ça, et hop, donc on peut l'approcher par ce qui est en bleu. Donc, et ce qui est en bleu, c'est juste un petit réseau de neurones. Nous avons une entrée puisque la fonction est de R dans R, et la sortie c'est Z. Et en manipulant, en ajustant un petit peu les poids, ici j'ai choisi les poids manuellement, j'ai réussi à avoir cette petite fonction en bleu qui approche la fonction en rouge. Mais dans le machine learning, les réseaux de neurones, en général, les fonctions, c'est de Rn vers Rn. Par exemple, si je reviens à mon image, il y a ici beaucoup de pixels. Donc, l'image pour nous, c'est des pixels. Et ces pixels, on va les organiser en vecteurs. Donc, et on va chercher à entrer ça. Ça va être l'entrée du réseau de neurones. Pas seulement un X nombre réel. Et puis, ce qui est aussi intéressant avec le machine learning, c'est que les poids que vous voyez ici, ils vont être déterminés par le réseau lui-même pendant la phase d'apprentissage. Donc, je ne rappelle pas tout ça, on l'a déjà souvent vu. Voilà, je vais peut-être, à un moment donné, ici, par exemple, je vais parler de ça un petit peu. Donc, un réseau de neurones, pour nous, d'après le théorème, c'est quelque chose qu'on peut approcher. Nous avons une fonction phi qui prend des x en entrée et qui me donne des y. Je peux toujours l'approcher par un réseau de neurones. Donc, ça, c'est un théorème démontré. Bien sûr, on ne nous dit pas comment, on ne nous donne pas l'architecture du réseau de neurones, mais bien sûr, les gens, par la pratique, par un certain nombre d'expériences, ils ont pu, donc, pour chaque problème, essayer de trouver une fonction, une architecture des réseaux de neurones qui permettent d'approcher la fonction phi avec des paramètres. Donc, le réseau de neurones contient toujours des paramètres. Ça aussi, je ne vais pas le rappeler, mais on le sait déjà. Donc, à x, je vais faire correspondre z qui est égal à phi indice θ de x, et j'espère que ce phi indice θ soit égal à phi de x. C'est-à-dire qu'il me donne le y que le système réel, moi quand je vois un chat, je reconnais le chat, mais je peux développer aussi un réseau de neurones qui me donne la probabilité qu'il s'agit d'un chat. J'espère que la probabilité soit 1 quand il s'agit d'un chat, quand il s'agit vraiment d'un chat. Donc voilà, notre objectif, c'est de construire ce phi indice θ. Comment on fait cela? C'est à l'aide d'exemples. Ce sont les données qui permettent de construire le modèle qui ici correspond à une fonction qui pour chaque x me donne z, mais que z soit le plus proche possible de y. Tous les détails, je les passe ici, mais peut-être dans une prochaine séance, j'entrerai un petit peu plus dans certains détails.
Mais là, je pose le problème et je vais essayer déjà voilà, de problématiser le… voilà, donc nous avons la boîte noire, le réseau de neurones, et nous souhaitons qu'il apprenne. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Je vais lui donner des images. Là, d'ailleurs, Gilbert, tu es là aussi. Donc, j'ai pris des images d'amis et de personnes que je connais et je leur ai demandé de m'envoyer une image sans bruit, sans défaut, et puis une image avec un petit un bruit ou un défaut. Et ça va constituer ce qu'on appelle donc un dataset qui va servir pour l'apprentissage. Chaque image peut être vue comme soit une matrice de pixels, mais aussi comme un vecteur lorsque on concatène chaque ligne des pixels. Donc voilà, nous avons le réseau de neurones, nous pouvons le constituer. Après, bien sûr avec les paramètres θ qui sont ici, qui sont les poids qui se trouvent entre les couches. Donc, j'ai la fonction phi indice θ et j'ai un dataset, j'ai un exemple avec ce que j'ai comme image et l'image que je recherche. Donc, j'ai une image bruitée et je cherche une image non bruitée. La photo en question que je veux récupérer, je n'ai pas les deux états, mais je peux toujours, aujourd'hui, photographier des gens et ajouter un bruit. Donc, je prends les images auxquelles j'ai ajouté un bruit et les autres images et je vais les donner au réseau de neurones et il va finir par construire la fonction phi indice θ qui, à partir d'une image bruitée, donne une image non bruitée. Donc, finalement, la fonction va servir à débruiter les images. OK. Donc, après, je vais prendre le modèle une fois qu'il a appris, qu'il est entraîné, et je vais l'appliquer à l'image de départ pour laquelle je n'ai pas l'autre copie non bruitée. Et elle va me donner l'image non bruitée. Quelle architecture on choisit? Voilà, c'est là où on va présenter les auto-encodeurs. Dans un auto-encodeur, on prend un vecteur de données, donc des entrées, et on les fait passer par une fonction g indice phi de x qui me donne donc z. Et qu'est-ce qu'on fait dans les auto-encodeurs? On met ici des données, par exemple, d'une taille égale à 1000 ou à 10 000, ça dépend des problèmes, des données qu'on a entre les mains. Et on essaie de les réduire pour avoir des données, par exemple, de taille 100 ou 200. Donc, on compresse en quelque sorte les données. Et puis, on applique un petit peu le WT, donc la transposée de ce qu'on a ici. Donc, une autre fonction, phi indice θ, qui sont toujours des réseaux de neurones, bien sûr, des neurones, et on récupère un X'. Donc, voilà, après, je vais montrer un peu dans les détails G phi et F indice θ, c'est quoi exactement, mais l'essentiel est que on entre un X, et lui, automatiquement, il va nous sortir un X'. Au début, les fonctions, ils sont initialisées aléatoirement, mais qu'est-ce que je lui impose? Je lui impose que le X' qui est là soit égal à X qui est là, ou au moins qu'il minimise la loss function qui est là, la fonction de perte, qui est F indice θ de F indice phi, excusez-moi, ça c'est de X, de X égale à moins X au carré. Donc, qu'il minimise cette quantité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, d'une part, essayer donc de faire du feed forward, donc de propagation avant, pour me donner, faire sortir ici donc un vecteur X' qui a la même dimension que X. Et il va essayer dans ce cas de reconstruire le X. Moi, quand j'applique, quand je considère cette fonction objectif et que je minimise en utilisant une méthode d'optimisation, en général la descente du gradient, je l'oblige à ce que vraiment il retrouve la même image. Et ce faisant,
il va faire en sorte que le Z, qui a une dimension beaucoup plus petite que X, va garder l'essentiel de l'information qui est contenue dans X. D'accord? Donc, si je lui donne, par exemple, une image de chat, l'image de chat, ici, elle va être vraiment compressée, réduite à une dimension inférieure, beaucoup plus inférieure que celle de X. Et puis, elle va essayer de retrouver X. Donc la compression va essayer de faire en sorte qu'on ne perd pas de l'information sur le chat. Et puis, on donne un autre chat, etc. Et au fur et à mesure, il va identifier ce qui n'est pas forcément, ce qui ne fait pas forcément un chat et garder uniquement ce qui fait un chat. Donc, ce réseau, ce auto-encodeur, on peut l'appliquer, par exemple, seulement à des images de chats. Et ça va permettre d'identifier, de déterminer qu'est-ce qui vraiment fait un chat. Donc, on s'appuie un petit peu sur les régularités, ce qui se répète dans tous les chats et ce qui ne change pas d'un chat à un autre, etc. Et voilà, donc nous aurons ici, ça s'appelle un auto-encodeur. Et ici, nous avons la taille de X, largement plus grande que la taille de Z, de ce qui est ici, ce qui fait que la compression est vraiment très forte. Voilà, et donc on va donc, après l'apprentissage, nous aurons donc le G indice phi en fonction, et puis le F indice θ, donc ce qui permet donc d'avoir les paramètres du modèle, et on va utiliser ça pour autre chose. On verra après. Mais il y a une petite remarque, c'est que si on a ici, par exemple, une matrice, donc on fait le produit de cette matrice par X, une matrice qui contient des paramètres phi, et puis une autre matrice, constante linéaire. Ce qu'on fait ici correspond beaucoup à PCR, donc à l'analyse factorielle des composantes principales. D'accord, donc donc on retrouve, mais ce qui est intéressant avec les réseaux de neurones, c'est qu'on va plus loin. Donc ici, par exemple, je lui donne 4 manuscrits et il ne va pas me donner un 4, mais au fur et à mesure de l'apprentissage, il va s'approcher du 4. Il va s'approcher tant qu'il peut de 4. Tout dépendra aussi, bien sûr, de la taille de Z. Il ne faut pas qu'on ait une taille trop petite qui l'oblige à ne garder que quelques informations. Donc, voilà, donc le réseau de neurones, c'est-à-dire ce que j'ai mis ici, le G indice phi de X, ça peut être un réseau de neurones avec ici des poids, W indice phi. Donc, on prend vous savez déjà de ce qu'on fait dans un réseau de neurones. On prend les données de la couche d'entrée et puis on les multiplie par des poids, et puis on applique une non-linéarité, et puis on refait la même chose aussi ici. Donc, cette partie s'appelle le décodeur. Le décodeur, l'encodeur, excusez-moi, l'encodeur. L'encodeur, c'est ça qui encode, qui me fait passer de X vers le code de X. On parle souvent de bottleneck lorsqu'on réduit la taille. Et puis, le décodeur, c'est ce qui me permet de retrouver le X, ou au moins X' qui est proche de X. Donc, il essaie de reconstruire le X de départ. Voilà, donc nous avons ça. On passe bien sûr par toutes les phases qu'on retrouve dans le machine learning, c'est-à-dire forward propagation, et puis on calcule l'erreur, on dérive, on calcule les gradients par rapport au poids, et puis on fait donc l'optimisation pour ajuster les poids. Et donc, c'est ça l'apprentissage. On refait ça pour les milliers d'exemples qu'on aurait, ou les millions d'exemples qu'on aura entre les mains. Ça nous rappelle certaines choses qu'on a fait aussi dans d'autres séminaires, par exemple le Word2Vec, en particulier le skipgram, où on prend un mot, on prend un corpus, par exemple Wikipédia ou autre, ou les œuvres de Shakespeare ou autres œuvres, ou de Molière, et puis on prend tout le texte, et à chaque fois on associe un mot par les mots qui se trouvent à côté, avant et juste après, et on parcourt tout le dictionnaire. Et ça nous a permis d'identifier un mot à travers son contexte. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à ça. Bien sûr, là, on voit un peu les détails puisqu'on sort des probabilités et on essaie de maximiser la probabilité que, par exemple, le mot climat se trouve à côté de tourisme ou à côté de chaud.
Pourquoi? Parce que dans certaines phrases, on a trouvé, par exemple, Marrakech, connue, c'est une ville touristique connue par son climat chaud. Donc, on a tourisme, et puis on a climat, et puis on a chaud. Et voilà, donc ça rappelle un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui, ça rappelle des choses qu'on a déjà vues. Réellement, qu'est-ce qu'on essaie de faire d'un point de vue mathématique? C'est que les données, par exemple, l'image d'un chat qu'on a entre les mains, et il se trouve normalement, nous, on l'utilise dans un espace de la dimension de tous les pixels de l'image. Or, en réalité, les chats se trouvent seulement, on peut toujours trouver donc un espace, une variété différentielle, d'accord. Donc, par exemple, dans l'espace 3D, je peux trouver une forme comme une feuille pliée, mais c'est une variété de dimension 2. Donc, je peux la déplier, obtenir une feuille, donc une partie du plan. C'est un petit peu ce qu'on montre ici, que même si les données observées, quand je vois un chat, donc les données observées sont de dimension très grande, la réalité est que les données qui font qu'un chat est un chat, donc les données partagées par tous les chats, peuvent être représentées à l'aide dans un espace, à l'aide d'une variété de dimensions beaucoup plus inférieure, donc dans un espace. Autre chose, c'est que, bien sûr, dans la variété, même si je trouve la variété, on ne va pas trouver forcément les points sur la variété, parce qu'il y a les modèles, ils sont toujours probabilistes, c'est-à-dire il y a toujours un bruit entre ce qu'on observe et la réalité. Donc, si je prends les données, donc le vecteur chat que j'obtiens à partir des pixels d'une image de chat, d'une photo de chat, et je les projette dans un espace de dimension. Par exemple, supposons que les photos de chat sont de résolution 800 x 800 pixels. Donc, j'aurai 640 000, je pense. Voilà, 640 000 R à la puissance 640 000, donc c'est un grand espace. Mais quand je prends tous les chats et je les projette dans cet espace, je vais voir, bien sûr je ne peux pas le voir, mais mathématiquement on peut le démontrer, que finalement ils n'occupent pas tout l'espace. Ils se trouvent dans une variété, c'est-à-dire dans un sous-espace de dimension inférieure. Et à travers ce que nous faisons ici, les autoencodeurs, nous essayons d'apprendre cette manifold, donc cette variété, ce sous-espace de dimension inférieure à R à la puissance 640 000. Voilà, donc, par exemple, quand on prend des visages, on a pris beaucoup de visages d'une personne, et quand on les projette dans un espace, on va les trouver, ils vont suivre ils vont trouver dans une variété, dans un espace de dimension, et suivre, disons, comme une courbe. Comme j'ai dit, je prends une feuille, je la plie un petit peu, je la place dans l'espace R3, mais ce n'est pas, c'est une variété de dimension 2. Voilà. Plus intéressant encore, quand je prends, puisqu'on est dans un espace, ça devient un espace où j'ai une distance, donc topologique, donc je peux mesurer les distances. Quand je suis, par exemple, sur cet espace, les visages, ici, il y a une déformation continue, une sorte de difféomorphisme, donc de fonctions continues, dérivables, etc. Donc, par exemple, ici, le visage, il tourne un petit peu vers la gauche. Là, il baisse son visage, etc. Donc, ou dans l'autre sens, bien sûr, il tourne son visage vers la droite. D'accord. Donc, vous voyez un petit peu, il y a donc, on a une représentation, mais on a aussi une sémantique, en quelque sorte, un peu des images que l'algorithme va apprendre. Là, je reviens donc à mon problème de départ. Est-ce que je vais récupérer mon image donc avec le bruit à l'aide du réseau qui a appris, d'accord, et qui est génératif? Ça, c'est un point très important pour ce genre de réseau de neurones. Il est génératif, ça veut dire que je pourrais, à partir donc une fois qu'il a appris, je peux lui donner une image des données ici, donc
bruitée, et il va me générer l'image de ma fille. D'accord? Donc, il peut générer plusieurs images, parfois à partir de rien. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons par exemple, je lui donne l'image comme ça et j'ajoute un bruit, et lui, il va essayer de retrouver l'image le plus proche de ce que je lui ai donné avec plus le bruit. Donc, il peut tomber ici. Alors que moi, je n'ai pas photographié la personne en regardant dans ce sens. Et puis, je peux aussi lui donner une image d'une autre personne. Il va retrouver toutes les dispositions du visage de la deuxième personne que je lui donne en recopiant les dispositions. Là, c'est comme si on a aujourd'hui, après apprentissage, nous avons à la fois nous avons les images, mais nous avons aussi les déformations possibles. Et les déformations possibles, je peux les appliquer à un autre visage, d'accord, que je n'ai jamais pris aux photos. C'est pour ça qu'on voit souvent, par exemple, Obama parler, faire des choses qu'il n'a pas fait lui-même, mais une autre personne l'a fait et on copie le mouvement on l'applique sur Obama ou sur Clinton. Voilà, donc je pense. Le problème, c'est qu'un réseau de neurones comme celui-là ne permet pas d'enlever le bruit. Il permet bien sûr, de représenter l'image dans un espace, de compresser, etc. Donc, il y a un autre type de réseau de neurones auto-encodeur, donc justement, qui est spécialisé il enlève les bruits de noisine, auto-encodeur. Mais là, au lieu de donner ici une architecture où Z a une dimension inférieure à la dimension des entrées, on fait l'inverse. Donc, on va proposer aux variables, à l'espace latent, on appelle ça l'espace latent, donc une dimension plus grande que X. Pourquoi? Justement, c'est parce que dans cet espace latent, on aura l'image et le bruit. Et par apprentissage, puisqu'on va faire l'apprentissage, donc voilà, j'explique un peu ce que fait le réseau de neurones et après, je peux entrer dans les détails. Donc, on prend une image, par exemple, celle de Gilbert, je lui ajoute un bruit, je fais l'entrée dans mon réseau de neurones, il va me sortir une autre image et je vais lui demander de lui imposer que ce X' qui sort ici, qu'il retrouve l'image non bruitée de départ. Donc, lui, je lui donne l'image bruitée, il me sort X' et je calcule L qui est égal à F θ de G phi de X chapeau. Mais je ne la compare pas à X chapeau comme on a fait avant, mais à X, c'est-à-dire à l'image non bruitée. Et pourquoi je prends ici une dimension plus grande? C'est parce que je vais l'aider à séparer l'image du bruit. Donc, j'aurai ici le X et puis le bruit. Donc, au fur et à mesure qu'il va apprendre à travers les images, il va à chaque fois retrouver une image avec un bruit et il va apprendre, quand je lui donne des milliers d'images, à séparer l'image du bruit. Et moi, je vais prendre l'image. Bien sûr, je n'ai pas besoin du bruit. Ou alors, je fais l'inverse. Bien sûr, ce que j'ai mis ici, il y a énormément d'applications. C'est juste un cas. D'accord? Parfois, on peut lui donner une image et une petite description. La personne est en train de marcher, la personne est en train, etc. Et puis, je lui demande, donc après, je lui donne une image qu'il n'a jamais vue et il va me donner une description de ce que fait la personne. Vous voyez, il y a une musique et une situation donnée, d'accord, donc on peut aussi analyser les sentiments, donc une image avec un sentiment, mais textuel. Et il va me raconter après une histoire quand je lui donne un certain nombre d'images. Donc, il y a beaucoup d'applications. OK, donc, voilà, donc il va ici donc identifier les bruits et projeter l'image dans la. D'accord, donc il va apprendre à prendre une image après avoir déterminé donc la manifold, donc la variété. Il va donc évaluer la distance entre l'image
et la variété. La variété, ce sont les images sans bruit, sans défaut. D'accord? À chaque fois que je lui donne une image avec un défaut, quand il va la projeter dans l'espace, donc ici, il va trouver qu'il est un petit peu, qu'il n'est pas sur la variété. Tout ce qu'il va faire, il va la projeter sur la variété. Une fois qu'il l'a projeté sur la variété, le bruit va disparaître par la magie un peu du réseau de neurones. Sauf que, et donc je vais bientôt terminer, que les autoencodeurs présentent un petit défaut, c'est que ici, on a pris donc, le dataset MNIST, donc les chiffres manuscrits, 1, 2, 0 jusqu'à 9, et on leur a appliqué donc, un autoencodeur, le premier, celui-là, qui compresse des données, donc celui-là. Et donc, après, on a projeté les représentations, c'est-à-dire Z, sur un plan. Donc, on a choisi un plan qui tel que la projection soit un petit peu la plus représentative possible, comme en utilisant la CP. Et donc, l'analyse en composante principale. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que nous avons ici les 1 et puis ainsi de suite. Donc, nous avons les chiffres. Le problème, c'est que si je veux utiliser, parce qu'on essaie de le faire d'ailleurs pour Covid, on a utilisé ces notions-ci, si je veux générer un chiffre en allant prendre un point ici, c'est comme si je peux générer un visage qui n'a jamais existé. Donc, les autoencodeurs ne présentent pas les données d'une manière… il y a beaucoup de vide, d'accord? Je peux tomber ici, il y a beaucoup de vide. Et puis, les données sont aussi superposées les uns sur les autres. Et les variationnels autoencodeurs cherchent à éliminer ce défaut, donc à, d'une part, remplir un espace donc, et ne pas laisser, ne pas permettre l'étalement, la dispersion des données sur les données réelles qui représentent les nombres, donc de définir des espaces tels que chaque point dans cet espace me donne un chiffre, par exemple 1. Et puis, séparer, mais regrouper les mêmes. Les 1, regrouper les 2, les 3, les 0, etc. Mais les séparer, ne pas… voilà, donc c'est un petit peu l'objet des variationnels autoencodeurs. Et comment on fait donc, c'est que maintenant ici, on va prendre les X, on va construire comme avant une fonction, donc, mais pas une fonction. Maintenant, on va parler de distribution de probabilité, qui va donc me donner non pas un point ici comme pour les autoencodeurs, mais une distribution de probabilité. Donc, par exemple, les images de chats vont me donner ici quelque chose qui ressemble, j'aimerais bien que ça me donne quelque chose qui ressemble à une gaussienne. Une gaussienne est déterminée par sigma et mu, donc par la moyenne et l'écart type, mais je peux proposer une autre distribution de probabilité, sauf que, et c'est là où d'où vient le mot variationnel, c'est que quand je prends par exemple, toutes les images, les chiffres manuscrits, les 4, les 5, etc. Si je prends les 4, ils doivent être représentés dans l'espace latent, l'espace un peu abstrait, par une gaussienne, et puis les autres, aussi les 5 par une gaussienne, et les gaussiennes doivent être vraiment le mieux possible, séparées le mieux possible, mais aussi regrouper le plus possible. Donc, c'est un petit peu ça l'objet de… donc, voilà, et on va le laisser pour une autre fois parce que ça demande encore peut-être une heure ou… C'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup de maths dans les variationnels autoencodeurs. Il faudrait qu'on parle de… Il faut définir déjà… c'est quoi? Il faut définir une distance entre les distributions de probabilité, plusieurs distances, une distance qui regroupe et puis une distance qui sépare. Et puis, finalement, regardez ce qu'on a ici, les points qui sont projetés dans l'espace latent. Je veux regrouper les 1, regrouper les 2, d'accord, je veux les séparer donc en définissant une autre fonction de perte à optimiser, pas celle qu'on a vue avant.
Et là, on sera amené à utiliser donc des fonctions de perte qui comparent des distributions de probabilité et qui essaient de rapprocher la distribution de probabilité réelle que me donnent les exemples de l'approcher d'une distribution de probabilité standard. Et c'est ça donc localement, j'ai une gaussienne. Comme souvent, par exemple, dans la méthode des éléments finis, localement, on construit des polynômes, on construit des fonctions plus simples à manipuler. Voilà, donc je vous remercie.